Bonsoir et bienvenue donc pour ce nouveau rendez-vous des IA-Date ici au Palais des Rois Sardes avec le département des Alpes-Maritimes, la Maison de l'Intelligence Artificielle et l'Institut Européen. Notre thème aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la souveraineté numérique, enjeux et défis du 21e siècle pour la protection du citoyen. Et pour développer ce sujet, deux parties donc pour cette IA-Date. Tout d'abord, l'exposé du général Patrick Perrault qui représente l'État français à travers la gendarmerie nationale, et dans un second temps un échange avec la table ronde souveraineté nationale et protection des citoyens. On aura également un échange avec le public. Alors pour participer à cette table ronde, l'ancien député de la Loire qui a beaucoup travaillé sur ces questions de souveraineté, monsieur Jean-Michel Miss, et puis Marina Teller, professeure de droit privé à l'université Côte d'Azur. J'invite le président du département à nous rejoindre sur scène. Oui, vous pouvez applaudir parce que vous aviez commencé. Et comme toujours, pour démarrer ces IA-Date, monsieur Charles-Ange Ginesi, que vous pouvez applaudir également, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et du syndicat mixte de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci Benjamin, c'est toujours agréable d'avoir un animateur tel que Benjamin Ducongé qui est journaliste à Monaco, qui est journaliste dans la montagne également, une belle station qui s'appelle Oxygène, Monaco, Radio Monaco, et qui nous fait le plaisir de faire ces animations. C'est à mon tour de vous accueillir dans cette salle et de vous dire bienvenue. Bienvenue, je le fais avec Bernard Chex, avec Gaël Frontoni, avec Bernard Assot, avec Pierrette Alberici. Il y a de plus en plus d'élus, mon cher Marco, qui suivent ces IA-Date. Preuve que le Conseil départemental des Alpes-Maritimes s'intéresse à ces sujets de l'intelligence artificielle, mais en même temps que les choses font boule de neige et montent en puissance. Montent en puissance, et c'est ce que nous souhaitons avec Christophe Picard, qui est là avec toute sa logistique, c'est DGA qui s'occupe du numérique, mais également toute une équipe pour dire que le département des Alpes-Maritimes se passionne. Alors, ce soir, Marco Lendi nous gratifie encore des invités de marque. Le général Perrault est un habitué, je dirais, de ces lieux. C'est quelqu'un qui nous apporte son expertise, son talent dans bien des domaines. Et je crois que sur la sécurité générale, on a beaucoup à faire. Le département des Alpes-Maritimes, il y a peu de temps, a subi une cyberattaque. Ça nous a mis un genou à terre. Heureusement, ça n'a pas duré. Ça n'a été qu'un genou à terre. Mais il y a des départements qui ont eu les deux genoux à terre. Il y en a qui se sont même retrouvés complètement par terre et qui peinent à se relever. Que ce soit la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, ce sont des départements qui véritablement se retrouvent dans une difficulté. Et on voit que les attaques et les piratages de ces données ont pris aussi des données personnelles. Et là, on touche un autre sujet qui, je pense, sera abordé dans le cadre de la souveraineté, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, une souveraineté qui vous a mobilisé. Et je veux vous accueillir toutes et tous dans vos qualités et compétences. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des talents qui sont ici rassemblés dans cette salle, de l'ancienne salle des délibérations du Conseil général, qui me laisse tant et tant de souvenirs. Je vois Isabelle Galli, qui est la directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle, qui acquiesce du chef. Son papa fut conseiller général, mais je ne sais pas s'il a siégé dans cette salle, tellement il était jeune. Il a siégé. Donc c'est une salle où il y a eu énormément de débats. Vous êtes venus très nombreux pour entendre Jean-Michel Miss également, qui fut député. Il fut député au moment où je quittais l'Assemblée nationale. En 2017, moi je partais pour rester sur les collectivités territoriales et lui il arrivait à l'Assemblée. Et ça me rappelle une époque où j'étais impliqué toujours sur les sujets du numérique, et je le disais à Marco Lendi lors de nos premiers contacts, passionné, et en même temps je m'interrogeais sur la nécessité de légiférer sur le numérique. Professeur, faut-il légiférer sur le numérique? La question, elle est toujours d'actualité. Et nous nous posions à l'époque, c'était en 2007, donc il y a quelques années en arrière, la question avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui portait en tant que secrétaire d'État cette responsabilité.
Et on avait à chaque fois beaucoup de recul, parce que légiférer, c'est mettre des barrières, et mettre des barrières, c'est laisser partir nos meilleurs cerveaux vers l'étranger. C'est avoir une fuite économique qui quitte la France, qui quitte l'Europe et qui va s'installer dans des pays où, dans tous les cas de figure, ils vont monter leur business, ils vont monter leurs relations et ils vont travailler avec la richesse de la France et de l'Europe. Et en même temps, en s'exonérant de toute notre réglementation. Donc chaque fois, on était frileux d'aller faire une réglementation. Mais on voit aujourd'hui que les choses évoluent et que probablement les barrières sont malgré tout un peu nécessaires. Et j'écoutais la Première ministre tout à l'heure nous annoncer qu'il y avait la possibilité de mettre un filtre pour éviter les piratages. Alors je ne sais pas encore techniquement comment ils vont s'y prendre, il y aura débat, et je vais laisser les techniciens s'exprimer sur le sujet. Peut-être Marina Teller en est-elle une de technicienne qui va s'exprimer sur ces affaires-là. En tout cas, nous avons 3 experts qui ce soir vont travailler, nous allons beaucoup les écouter, nous allons regarder comment on peut préserver cette souveraineté nationale. Moi, je vous redis et je vous dis à nouveau, cet emballement qui est le mien, cette passion que j'ai pour le numérique. Je pense que nous vivons un moment tellement passionnant. Nous vivons un moment qui nous amène dans une nouvelle révolution. Peut-être une partie d'entre nous, d'ailleurs, n'en a pas totalement conscience. Et pourtant, cette révolution est, de mon point de vue, à l'image de ce que nous avons eu pour la découverte de l'imprimerie, pour l'invention de l'automobile, pour l'invention de l'électricité. Autant d'innovations qui faisaient qu'il y avait des freins parmi la population, parmi le milieu économique, parmi les gens qui travaillaient et qui utilisaient les armes traditionnelles. Les dentelières de Londres, vous voyez, arriver avec beaucoup d'appréhension la mécanisation de leur métier. Et pourtant, quelques années après, leur métier avait quasiment disparu et été remplacé par autre chose. Alors, de là à dire qu'il faut aujourd'hui s'asseoir sur tout, non. Au contraire, veillons à ce que la machine, à ce que cette intelligence artificielle, avec le chat GPT jusqu'au chat GPT, alors je ne sais pas quel numéro nous en sommes aujourd'hui, est-ce que c'est le 4, est-ce que c'est le 5, j'en sais rien, mais de ma propre expérience, je suis toujours séduit quand je vais interroger cette machine. Mes chers collègues, lorsqu'on a des discours à faire, on leur pose le thème, il sort des choses étonnantes. Alors, je ne dis pas que je l'utilise tout le temps, je ne dis pas que c'est vrai tout le temps. La preuve, c'est que je ne lis pas ce que ChatGPT m'a écrit. Mais, dans tous les cas de figure, je peux vous dire qu'il y a de plus en plus de vérité. Et ayant de plus en plus de vérité dans cette intelligence artificielle, on ne peut pas ignorer cette technique qui, dans tous les cas de figure, finira par s'imposer. Alors, plutôt que de la rejeter en bloc, eh bien, faisons qu'elle nous serve, faisons qu'on la mette à notre service. Et c'est tout l'enjeu du débat du numérique, de mon point de vue. Aujourd'hui, la souveraineté nationale, elle passe par l'asservissement de ces nouvelles technologies au bénéfice de l'homme. Et je vais taire mon propos introductif, parce que je commence à être un peu trop long, pour entendre... je ne sais pas, nos experts ou Marco Lendi. En tout cas, mes chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue, bonne continuation et bonne soirée. Merci, Monsieur le Président du département des Alpes-Maritimes. On entendra pour la conclusion tout à l'heure Marco Lendi, mais tout de suite la parole pour donc notre thème du jour, intelligence artificielle et souveraineté numérique, enjeux et défis du XXIe siècle pour la protection du citoyen, est au général Patrick Perrault. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois encore très honoré d'être dans ce beau département et dans cette belle ville de Nice. Alors, je n'ai pas la prétention de représenter l'État français, Benjamin. Je représente l'IA au sein de la gendarmerie, c'est déjà beaucoup. Le thème de ce soir me paraît un thème fondamental. Je vais parler de souveraineté, pas que numérique,
parce que je pense que la souveraineté déborde sur la souveraineté numérique déborde sur la souveraineté de façon plus générale, et même de géopolitique. Parce qu'en fait, je crois très sincèrement qu'on a une vraie responsabilité aujourd'hui, c'est qu'on va décider le monde de demain. Vous me direz, c'est le cas pour toutes les générations. Mais aujourd'hui, on est dans un moment clé. Je pense que j'ai beaucoup de mal à savoir ce qu'il va y avoir dans 10 ans. Quand j'étais gamin, je me disais, en l'an 2000, on volera. Bon, je me suis trompé, mais je me disais, il y avait quelque chose que j'étais capable d'imaginer. Aujourd'hui, alors peut-être parce que j'ai vieilli, mais j'ai beaucoup plus de mal à imaginer ce que sera le futur dans 10 ans, parce qu'on est dans un monde qui va beaucoup changer, et les rapports de force risquent de changer. Alors, l'IA, pourquoi l'IA est un défi pour le XXIe siècle ? ChatGPT en est la bonne illustration. J'ai fait l'effort de ne pas mettre ChatGPT dans ma présentation, mais je vais quand même en parler parce que ça illustre bien les propos. Le XXIe siècle, vous savez que l'IA est née au XXe siècle. Le XXIe siècle sera un siècle de rupture. Et des ruptures, on va avoir des ruptures technologiques, on va avoir des ruptures scientifiques, et on va avoir des ruptures d'usage. ChatGPT, c'est l'illustration de la rupture d'usage. C'est-à-dire que scientifiquement, c'est assez linéaire, on savait que ça allait arriver. Technologiquement, la technologie, elle était là. Par contre, on n'imaginait pas la rencontre avec deux citoyens et ce que ça allait faire, au point de, éventuellement, générer la mort des moteurs de recherche. Donc c'est un vrai enjeu, et je pense que ce XXIe siècle va être une succession de ruptures qu'on aura du mal à anticiper. L'IA est particulièrement adaptée à ces ruptures. L'IA, je vais être un peu grossier, c'est la capacité à modéliser un monde non linéaire dans un espace à grande dimension. Le monde non linéaire, c'est le monde de rupture. Et je crois que pour ça, il est important, dès à présent, de s'engager dans cette voie de l'intelligence artificielle. Un autre aspect qui motive cet engagement dans la voie de l'IA, c'est qu'il n'y a pas un domaine qui n'est pas touché par l'IA. Je ne connais pas un domaine où on ne peut pas utiliser l'IA. Il y a peu de matières comme ça. L'intelligence artificielle, elle couvre l'ensemble des domaines. Et je crois que c'est notre devoir de l'appréhender dans sa pluralité, parce que même si l'IA d'aujourd'hui est très spécialisée, elle est capable d'appréhender un spectre d'activités extrêmement large. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est extrêmement compliqué. L'IA, ce n'est pas simple. On a tendance à entendre beaucoup de commentateurs de l'IA, beaucoup de gens qui n'ont jamais fait d'IA, mais beaucoup aiment en parler. L'IA, c'est compliqué, c'est des méthodes mathématiques. Et il faut comprendre ces méthodes mathématiques. Quand je vois l'essor de ChatGPT, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de savoir coder, puisque GPT le fait. Mais déjà, avant GPT, on n'avait même plus besoin de connaître les méthodes mathématiques, parce qu'il suffisait d'aller récupérer des GitHub. Moi, j'ai des jeunes ingénieurs, des alternants qui travaillent avec moi. Je leur dis, comprenez les mathématiques qui sont derrière. Donc ça, c'est vraiment un enjeu d'éducation pour les années à venir. Alors, la géopolitique traditionnelle, c'est quoi ? C'est des territoires et des humains pour conquérir les territoires. Mais tout ça, aujourd'hui, est totalement bouleversé par la matière qui nous occupe ce soir, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle redistribue totalement les cartes. Est-ce que c'est toujours utile d'aller conquérir des territoires ? C'est pas forcément évident. On verra pourquoi. Alors, l'enjeu, il est international, évidemment. On voit qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de puissances qui sont leaders. On a, bien entendu, les États-Unis, qui ont une domination depuis un certain nombre d'années. Mais la Chine, lorsque j'ai fait ma thèse, moi c'était en 2005, les Chinois recopiaient ce qu'on faisait. C'était dans le domaine de la reconnaissance de locuteurs. Ils recopiaient ce qu'on faisait, des modèles de langue française, anglaise, et ils l'adaptaient aux Chinois. Aujourd'hui, ils ont largement monté en gamme, et ils développent eux-mêmes leurs propres sujets de recherche, et ils sont en avance sur beaucoup de sujets, parce qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait en Chine sur ce sujet. La crainte aujourd'hui des États-Unis, c'est d'être dépassés par la Chine, et ils pensent que même aujourd'hui, ce qui les fait tenir devant, c'est juste leur inertie, mais que bientôt la Chine risque de les dépasser. Et nous, on a l'Europe. L'Europe, on n'a pas grand-chose en matière d'intelligence artificielle. On veut réguler l'intelligence artificielle, on veut occuper la première place, un peu à l'instar de ce qu'on a fait avec le RGPD, qui est une belle réussite objectivement dans la protection des données à caractère personnel. Mais est-ce que ça va suffire sur une matière qui est aussi évolutive que l'intelligence artificielle ? Moi, je travaille beaucoup sur le projet de réglementation européen, l'AI Act, qui est en discussion. Il est déjà dépassé. Il n'avait pas envisagé les méthodes génératives. Donc ChatGPT n'est pas dans l'AI Act. Donc l'AI Act va sortir. On va déjà se poser la question des amendements à sortir.
Mais le métavers, on le connaissait. L'AIAC n'a pas envisagé le métavers. Donc, dès lors qu'on se limite aux usages et qu'on associe un risque aux usages, on admet déjà que lorsque ce projet de réglementation va sortir, il sera presque obsolète, ou il va réguler le présent. Et un autre point sur la régulation, moi qui suis gendarme, c'est que la régulation ne concerne pas les criminels. La régulation ne concerne pas les dictatures. La régulation concerne les États, les individus qui souhaitent être régulés. Et ça, c'est un élément important. Il ne faut pas s'imaginer que la régulation va nous protéger de tout. Donc ça, c'est également un sujet. Et puis, il y a le continent africain. Le continent africain, il ne faut pas le négliger parce qu'il y a beaucoup de compétences sur le continent africain. Et c'est un continent qui est largement convoité parce qu'il est en retard d'un point de vue hardware, mais il est largement convoité par rapport aux ressources qu'il peut y avoir là-bas. On parlait de cybercriminalité tout à l'heure. On a beaucoup de cybercriminels dans les pays africains, ce qui montre que là aussi, ils sont capables d'être inventifs sur ces domaines-là et d'être extrêmement performants. Alors, loin de moi l'idée de dire que tous les cybercriminels sont là-bas, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais on a beaucoup de difficultés à lutter contre cette criminalité qui nous vient notamment de Côte d'Ivoire pour tout ce qui est romance à l'amour, hein, les arnaques à la romance. Donc c'est vraiment un territoire qui est en devenir. Alors, et quand on voit effectivement cette cartographie, on voit que les investissements, mais ils sont à la hauteur des pays qui sont leaders. Aujourd'hui, les États-Unis sont largement, étaient largement devant. On voit bien qu'ils sont rattrapés par la Chine, par les investissements. La France, on a le rapport Villani qui a généré un certain nombre d'instituts interdisciplinaires. On a le 3IA Côte d'Azur qui est l'un des 4 instituts interdisciplinaires français qui est à Nice-Sofia. Mais est-ce que ça va suffire? C'est-à-dire, moi, ma question, c'est bien d'équiper les centres de recherche, c'est bien d'équiper les universités. Mon enjeu, moi qui suis agent de l'État, c'est qu'on puisse équiper les services publics. Parce que la réponse, elle va devoir venir des services publics aussi, en matière d'intelligence artificielle. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Alors, le fameux Elon Musk, que tout le monde connaît maintenant, est quand même un vrai visionnaire. On peut contester ses positions, quoi qu'il arrive, c'est un visionnaire. Et effectivement, il s'est exprimé sur l'intelligence artificielle que si on a la supériorité en IA, on risque de potentiellement générer une troisième guerre mondiale, enfin une troisième, je ne me trompe pas, guerre mondiale. Il y a Laurent Alexandre qui, vous savez, il est assez... comment je vais dire, il a beaucoup d'idées sur des sujets, mais il est très compétent et il craint effectivement cette souveraineté de robots qui viendraient d'Asie, robots tueurs, avec l'autonomie des robots, contre des armées européennes qui ne seraient pas armées de ces robots. Donc ça pose des sujets. Il y a récemment Sundar Pichai, le PDG de Google, qui a comparé la régulation de l'IA à la régulation du nucléaire. Je pense que c'est un effet d'annonce. C'est un peu comme il faut faire une pause sur les méthodes génératives par Elon Musk. Surtout, ne faisons pas de pause. Nous avons tellement de retard qu'il n'est pas question pour nous de faire des pauses sur ces sujets. Il faut absolument qu'on avance. Et sur la régulation en matière d'intelligence artificielle, il y a une différence avec le nucléaire. C'est que l'IA, elle se nourrit de la donnée. Et la donnée, à une époque, elle était rare. Elle est très territorialisée, elle était difficile à extraire, on avait un certain nombre d'enjeux sur la donnée, et puis il fallait transformer cet or pour qu'il ait de la richesse. Mais en fait, la donnée, aujourd'hui, elle est accessible à tout le monde. C'est pas comme le nucléaire. La donnée, vous la trouvez en open data, vous la trouvez... On voit pas très bien les slides. Et ça, ça change. C'est-à-dire que la régulation nucléaire, ce n'est pas la régulation de l'intelligence artificielle. Il faut bien séparer les deux. Et il faut bien s'interroger de qui fait quoi en termes de régulation. J'étais chez Google il y a peu de temps, où effectivement, leur ambition, c'est de réguler l'intelligence artificielle. J'aurais posé la question de savoir si dans 4-5 ans, les États seraient encore capables de réguler l'IA, parce qu'on essaie de le faire au niveau européen. Ils m'ont très gentiment répondu que les États, c'est très important qu'ils participent à cette régulation. Mais ce qu'ils veulent, c'est la réguler eux. Et en termes de souveraineté, il faut se poser la question, est-ce que c'est à eux de réguler ces activités-là? Quelle légitimité ils ont pour réguler ces activités d'intelligence artificielle? Alors, les États-Unis, comme la Chine, ont compris que l'État devait se rapprocher des géants du numérique.
Donc on voit dans l'administration Biden, on voit dans l'administration chinoise, alors c'est pas la même force de conviction pour attirer les talents. En Chine, c'est un peu plus dictatorial, il faut être dans le mouvement du parti. Mais à y réfléchir, comment la Chine a réussi à faire émerger ces géants du numérique ? Eh bien, en interdisant les géants du numérique américains sur leur sol. C'est quelque chose qu'on ne fera pas en Europe. On est un pays de liberté. Heureusement qu'on ne le fera pas. Mais ça interroge quand même sur cette capacité à rattraper le retard qu'on a aujourd'hui par rapport à la Chine, qui en 10 ans a rattrapé son retard en créant ces géants du numérique. Et elle a, ce qu'on n'a pas non plus tout à fait, une surface de population qui lui permet aussi d'avoir beaucoup de données. Mais toujours est-il qu'effectivement, on pourrait opposer les GAMAM, vous savez, Google, Amazon, Meta maintenant, puisque c'est plus Facebook, Apple et Microsoft, aux États, ou les Alibaba, Baidu, Tencent, Xiaomi, au niveau chinois, aux États. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça fusionne de plus en plus. La question, à un moment, c'est qui gouverne qui ? Et ça, c'est un enjeu. Est-ce que cette diapositive est totalement saugrenue ? En fait, avant Donald Trump, on aurait pu le penser. Maintenant, après Donald Trump, je ne suis pas sûr que ce soit totalement saugrenu. Alors, c'est Mark Zuckerberg qui est dessus, mais ça pourrait être Elon Musk, ça pourrait être Jeff Bezos, ça pourrait être ces grands milliardaires de la tech. Imaginez les données qu'ils ont sur les uns et les autres. Imaginez la maîtrise qu'ils vont avoir sur les applications en matière d'intelligence artificielle par rapport à cette donnée qui est à leur disposition. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de savoir qui régule qui. Si on est factuel, on se rend compte qu'aujourd'hui, les plateformes d'intelligence artificielle, les plateformes de stockage, les plateformes de développement, elles ne sont pas au sein des États. Elles sont chez les géants du numérique. Il y a quelque temps, je rencontrais un chercheur avec qui on avait des travaux un peu en compétition quand je travaillais sur la reconnaissance de locuteurs. Et il me disait, tu sais Patrick, maintenant, si on veut faire de la recherche en reconnaissance de locuteurs, en parole, il ne faut plus aller à l'université. Il faut aller chez Google, il faut aller chez Meta, il faut aller chez Amazon. Ça pose la question de notre souveraineté en matière de recherche. Est-ce qu'on a encore la capacité à développer ces outils-là ? On a créé un supercalculateur Jean Zé, auquel on a accès. Il est quasiment pas utilisé. Et on parle beaucoup de ChatGPT, mais il y a Bloom qui a été développé il y a de ça quelques temps par des chercheurs au profit de la science sur le supercalculateur Jean Zé, mais en fait, il n'a pas rencontré le citoyen. Parce qu'on a cette tendance en Europe à se dire nous, on fait ça pour la recherche, on va avancer dans la recherche. J'étais l'autre jour à discuter sur un projet de recherche avec l'INRIA. Et l'INRIA me disait, ce qu'il faut, c'est trouver les verrous scientifiques dans ton projet. Je dis, mais si on n'est que sur les verrous scientifiques, on ne va pas y arriver. Les verrous scientifiques pour la recherche, c'est très bien, mais moi, je suis un utilisateur. Je veux aussi des choses concrètes. Je veux des choses qui fonctionnent et qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travaux de recherche qu'on mène au sein de la gendarmerie nationale, c'est très difficile parce qu'on ne doit pas être dépendant des plateformes des géants du numérique. Parce que sinon, on leur donne tout. Je discutais avec un alternant, parce que moi j'ai aussi expérimenté ChatGPT, et je vais voir cette alternante qui fait un excellent travail chez moi, et je lui dis, voilà, j'ai testé ChatGPT, c'est surprenant quand même, c'est intéressant ce que ça apporte. Elle me dit, oui, moi je l'utilise pour coder. Et là, je me suis vu le choc de génération. Moi, je l'expérimente, elle l'utilise. Et elle n'a pas mis 6 mois à l'utiliser. Hein. Elle l'utilise pour coder. Alors, j'ai eu une petite inquiétude en lui demandant, mais qu'est-ce que tu lui as posé comme question en termes de confidentialité ? Moi, je n'ai pas envie que des secrets de la gendarmerie, en matière de lutte contre la délinquance, ils partent chez OpenAI. Donc ça, c'est un sujet aussi de comment on va éduquer nos ingénieurs à garder cette confidentialité sur les données. Parce que la souveraineté, ça part aussi de nos secrets industriels. Il ne va pas falloir non plus tout distribuer à l'extérieur. Alors quand on regarde aujourd'hui qui a la data, qui a les capacités de calcul, qui a les capacités de stockage, qui a le code,
Maintenant, avec ChatGPT, ils vont avoir le code. Et qui travaille sur la régulation? En fait, toutes ces cases-là sont cochées par les GAMAM ou les Baidu. Les États, on a des morceaux, mais pas tous les morceaux et pas suffisamment complets. La régulation, je vous dis, on essaye de le faire, mais réguler ce qu'on n'a pas, c'est assez compliqué en fait. Parce que les géants du numérique, on ne les a pas. Donc les réguler, c'est assez compliqué, surtout qu'ils vont se réclamer d'un autre droit. Marina pourra peut-être elle en parlera certainement mieux que moi, mais le droit européen et le droit américain ne sera pas le même. Donc ça va être un enjeu pour nous. Et on a une difficulté à se dire, il faut investir en IA au sein de l'État, parce qu'on a l'exemple du crédit social chinois. Et le français a peur que la France se transforme en dictature et établisse un système de cotation pour ses citoyens. Vous avez tous des vies extrêmement enrichissantes, mais je suis désolé, vos vies n'intéressent pas la gendarmerie. Nous ne sommes pas là pour surveiller la population. Enfin, d'une part, on n'a pas les capacités, et puis ça ne nous intéresse pas. Pourtant, on surveille la population de temps en temps, mais on est dans le cadre judiciaire. On met des gens sous écoute téléphonique. On porte atteinte à leur liberté individuelle quand on les met sous écoute téléphonique. Mais c'est parce qu'on est dans un cadre judiciaire. On a le droit pour le faire. Dans un cadre administratif, on n'y est pas du tout. Donc on est en train de se protéger de quelque chose qui, à mon sens, n'arrivera pas en France. Et si cette dictature arrivait en France, pensez-vous qu'elle va respecter la réglementation? Non. Donc à un moment, attention de rabaisser le niveau de protection des citoyens en privant l'État de développement en matière d'intelligence artificielle. Parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le risque qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la géopolitique change. On n'est plus sur l'ambition des territoires, on est sur l'ambition des esprits, sur l'ambition de l'humain. Et le moyen, c'est plus l'humain, c'est l'IA. C'est-à-dire que par l'IA, on est capable d'influencer les comportements des individus, on est capable de transmettre de l'information qui peut être de la désinformation, et on l'a vu avec les élections américaines, de changer les tendances. C'est les systèmes de recommandation qui existent déjà depuis quelques années. On utilise tous des systèmes de recommandation de l'intelligence artificielle. C'est Netflix qui vous conseille un certain nombre de séries télé. C'est Amazon qui vous conseille des lectures. Et en fait, transposer ça dans le domaine de ce qu'on appelait jadis de la propagande, ça peut changer la donne. On voit au sein de la gendarmerie de plus en plus de théories du complot. Ils sont alimentés par ces systèmes de recommandation aussi, avec cet effet tunnel. Je ne sais pas si vous avez entendu récemment, je digresse légèrement, il y a un Belge qui s'est suicidé suite à la discussion avec son chatbot. Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente, ça on le sait, elle est artificielle, mais elle ne fait que de conforter l'effet tunnel dans lequel on est. Donc si on commence à s'engager dans cet effet tunnel, l'intelligence artificielle va nous resserrer pour effectivement, potentiellement nous influencer. Donc à l'échelle des géants du numérique, c'est un enjeu, parce qu'effectivement, eux, les territoires les intéressent peut-être pas, mais en tout cas, les esprits et la population les intéressent. Donc on a ce vrai risque, effectivement, d'avoir une population influencée par des outils comme l'intelligence artificielle. Les méthodes génératives. Donc les méthodes génératives, je vous disais, elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Elles sont... Ian Goodfellow, qui est un thésard de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton, il a reçu le prix Alan Turing avec Yann Lequin en 2017. Il travaille chez Google. Et Yann Lequin disait de ces méthodes génératives, c'était les réseaux génératifs adverses, que ça allait être une révolution dans les 10 ans à venir. Il ne s'est pas trompé. À un moment, il faut écouter ceux qui font de l'IA aussi, et pas forcément ceux qui la commentent. Et malheureusement, il y a un usage détourné à toutes ces méthodes génératives, c'est les deepfakes qu'on connaît. Aujourd'hui, on voit le pape en doudoune, on voit le président Macron dans les manifestations, on voit Donald Trump devant le Capitole lors de manifestations également. C'est pas très difficile de voir que c'est du fake. Par contre, si je prends l'un d'entre vous et que
j'exploite son image et je détourne son image, ce sera beaucoup plus difficile. Le président Macron, c'est assez facile de voir qu'il n'était pas dans la manifestation, c'est facile de voir que le pape n'avait pas la doudoune, mais quand c'est le citoyen lambda, ça peut être un peu plus compliqué. Et on peut détourner des messages en utilisant toutes ces méthodes génératives. Nous, en termes de criminalité, on a ce qu'on appelle les faux ordres de virement, les arnaques au président. C'est un président de société qui appelle un comptable et qui lui dit « Est-ce qu'il est possible de verser 500 000, 600 000 euros sur tel compte ?» Et en fait, ça marche peu, mais ça marche. Mais comme c'est une délinquance de masse, enfin une criminalité de masse, parce que c'est de la criminalité organisée, le peu qui fonctionne, ça suffit. Mais avec les méthodes génératives, aujourd'hui, vous aurez sur votre smartphone le visage du président qui vous parlera avec sa propre voix, qui vous dira de faire le versement. Donc ce sera toujours une infraction massive, mais qui marchera beaucoup mieux. Donc ça, là, je vous le donne le cas dans le domaine de la criminalité, mais influencer les discours, influencer les populations par l'IA, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait possible. Alors la question, et le président Genesi l'a abordé, c'est effectivement qui va piloter qui tient les rênes, et ça, c'est à nous de décider, enfin aujourd'hui, pas ce soir, mais c'est nous qui portons cette responsabilité pour les années à venir. On a un choix qui est déterminant pour ce qui va être la souveraineté de demain, la géopolitique de demain. Faisons un tour par la France. En France, en fait, on a une France qui potentiellement peut être fracturée, ou potentiellement qui peut être plutôt continue. Le rôle de l'État, c'est plutôt d'avoir une France continue entre les territoires, entre la diversité des territoires. Comment elle peut être fracturée, cette France ? Elle peut être fracturée par tout ce qui relève des villes connectées. C'est pour ça que j'aime bien employer le terme de territoire connecté, parce que si on continue, on pourra avoir des villes connectées et des territoires qui ne le seront pas. Donc avoir une vraie rupture de continuité, et potentiellement, moi j'étais sur le théâtre opérationnel au moment de la crise des Gilets jaunes, c'était une crise des territoires au départ. Après, ça s'est un peu transformé. Mais cette crise des territoires, si on a une rupture de continuité dans les territoires, on risque de la ressentir très fortement, et ça pourrait générer là aussi des mouvements conséquents. L'enjeu de la connaissance, là aussi ça va être essentiel de pouvoir diffuser cette connaissance de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'il y en ait qui connaissent et il y en ait qui ne connaissent pas. Il ne faut pas qu'il y en ait qui savent comment utiliser ChatGPT et d'autres qui sont asservis à ChatGPT. Aujourd'hui, pour utiliser ChatGPT, moi j'ai tendance à dire, parce qu'à travers ce que je dis, vous avez l'impression que l'IA est mauvais. Moi je crois beaucoup en l'IA pour élever l'esprit humain. C'est-à-dire que c'est à nous d'avoir le courage de l'effort de la connaissance et de s'élever au-dessus de ChatGPT. ChatGPT est en train de nous faire monter, nous oblige à monter en connaissance. Moi, si j'interroge ChatGPT sur un sujet que je ne connais pas, je vais adhérer à ce qu'il me dit. Si j'interroge sur un sujet que je connais, je vais aller vérifier. Je vais dire non, mais ça c'est n'importe quoi. J'aurai un esprit critique. Et donc là, il y a une vraie responsabilité dans l'éducation de nos plus jeunes à développer l'esprit critique. Et bien entendu, si on ne veut pas de fracture, il y a une question de moyens. Les moyens, c'est les infrastructures. En matière d'IA, on oublie souvent le hardware, les composants. Et ça va être un enjeu de souveraineté, là aussi, dans les années qui vont venir. Les méthodes, on a des gens capables de développer des méthodes d'IA, des méthodes mathématiques. On a une école de mathématiques qui est plutôt pas mauvaise en France. Mais le hardware va nous poser des difficultés si à un moment on n'investit pas dedans. La 5G, la 6G, là aussi, ça va totalement changer le paysage. On parlait de territoire connecté, vous devez connaître l'expérimentation de Google à Toronto, qui avait voulu connecter Toronto, ça n'a pas marché, mais je pense parce qu'ils sont arrivés trop tôt. Moi, je suis convaincu que demain, si Google veut connecter, je ne vais pas dire Nice, une ville française, ça marcherait. Pourquoi ? Parce que les uns et les autres, on donne toutes nos données à Google. Pourquoi on arrêterait ? Surtout pas à l'État, mais à Google, on donne tout. Aux réseaux sociaux, on donne tout. Et demain, si... alors je dis Google, mais vous voyez ses homologues, décident effectivement de connecter une ville, ils nous rendront le service qu'on lui demande. Donc on va donner nos données.
Et je crois que ça, c'est un enjeu pour l'État, c'est ce à quoi on travaille aujourd'hui, c'est de se poser la question, mais si on demande des données aux citoyens, si on exploite la donnée du citoyen, il faut lui dire le service qu'on lui rend, le service de protection qu'on lui rend. Parce que sinon, le citoyen ne le comprend pas. Moi, quand j'interroge Google, j'ai la réponse à ma question, je comprends tout de suite que le service m'a été rendu. Et je trouve qu'au niveau de l'État, on n'explique peut-être pas assez le service qu'on rend aux citoyens. Donc ça, c'est effectivement un effort qu'on a à faire. Mais attention de prendre trop de retard sur les moyens de communication comme de hardware. Alors, la vision fracturée, vous l'aurez compris, moi je la vois plutôt du côté des gamins, parce que leur intérêt, et c'est pas un reproche que je fais, leur intérêt, c'est le bien économique. Notre intérêt à nous, service public, c'est le bien commun. C'est deux visions totalement différentes. Et n'allons pas reprocher à Meta, à Amazon, de s'intéresser à l'intérêt économique. C'est leur raison d'être. La raison de l'État, c'est pas l'intérêt économique. Bien entendu, il faut que l'économie fonctionne, sinon on n'est pas forcément très bien. Mais il y a un autre enjeu. Et donc, ce qui est à craindre sur une gouvernance plutôt GAMAM, c'est des territoires déséquilibrés, c'est des services déséquilibrés. On travaille beaucoup au sein de la gendarmerie, comment avoir cette continuité du service, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, et notamment la continuité du service géographique, mais aussi la continuité du service temporel, c'est-à-dire quand on est âgé, qu'on ait les mêmes services que quand on est jeune, ou en tout cas qu'on ait pas forcément le même moyen, parce que les jeunes vont utiliser des canaux qui ne sont pas forcément ceux des personnes plus âgées, mais il ne faut pas que l'un soit exclu des services de sécurité. Et on a une potentialité de perte de nos activités régaliennes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on s'arrête, qu'on se pose la question de quelles sont nos activités régaliennes, qu'est-ce qu'on ne veut pas voir échapper. Et ça, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que la sécurité intérieure est une activité régalienne. Je ne voudrais pas demain que ce soit un géant du numérique qui assure la lutte contre les cambriolages. Ils ont les moyens de développer des outils d'analyse prédictive, comme on a fait, sur les phénomènes de délinquance. Ils auront beaucoup moins de freins qu'on a. Parce que des freins, je peux vous dire qu'on en a. Des freins objectifs aussi, hein, parce que il faut aussi rassurer le citoyen. Mais à force de mettre trop de freins, on empêche effectivement d'avancer. Du côté de l'État, je crois que la continuité, c'est cette définition des activités régaliennes, une connaissance éclairée des dirigeants. C'est un enjeu. Aujourd'hui, Jean-Michel Miss était député. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, il faut de plus en plus de députés éclairés sur ces enjeux de l'intelligence artificielle et de la donnée. On en a peut-être un peu trop peu aujourd'hui, mais je suis sûr que ça va progresser. En gendarmerie, notre directeur a fait le choix d'un recrutement de 50% de scientifiques. On est une institution plutôt juridique. C'est un choix fort, 50% de scientifiques, d'officiers scientifiques. Des territoires également équipés, et puis une capacité de développement au-delà de la régulation. Et quelque chose que j'ai pas mis, mais que j'ai mis dans une slide précédente, c'est la notion de résilience. Quand tout ira mal, vers qui on va se tourner? Vers l'État. Donc à un moment, il faut que l'État soit capable d'aller très loin sur les systèmes de développement de l'IA, mais qu'il soit capable de garder sa capacité de résilience. Si c'est une gouvernance par les GAMAM, on aura perdu notre capacité de résilience parce qu'on sera complètement dépendant du service qu'ils vont nous rendre. Alors plutôt qu'une société à George Orwell et à la Big Brother, parce qu'en fait, Big Brother, ma crainte, elle n'est pas que l'État devienne Big Brother. Vous l'aurez compris, c'est que d'autres deviennent Big Brother, mais qui ne soient pas démocratiquement élus. Même s'ils ont plein de bonnes intentions. Moi, j'ai quand même confiance en l'État, et j'aime bien cette phrase d'Henri Comte-Sponsville. La sécurité de chacun est à la charge de l'État, mais la sécurité de l'État, dans une république, est à la charge de tous. On a tous une responsabilité là-dessus, parce qu'aujourd'hui, dans une période où il y a une vraie défiance envers l'État, mais posons-nous la question de pourquoi on a cette défiance envers l'État. Est-ce que c'est légitime de ne pas avoir confiance en l'État? Moi, je peux vous dire que je suis dans l'État depuis bientôt 30 ans. J'ai confiance dans l'État. Alors, je suis biaisé, hein, je suis un agent de l'État, mais j'ai confiance dans l'État. Il y aura des erreurs, il y aura des fautes, il y aura des infractions qui seront commises. Mais globalement, l'État est quand même là pour nous protéger, tant sur le plan des libertés individuelles que sur le plan de notre protection collective.
Voilà, je crois que je suis dans le timing, j'ai pas trop regardé. Et je termine par cette diapositive avec ce penseur. Si la pensée peut rester humaine, ce serait pas mal. Et qu'on continue à développer notre esprit critique sur tous ces sujets-là, parce que je crois que ce sera essentiel pour les défis qui nous attendent dans les années à venir. Merci. Alors, Général, le timing a été parfaitement respecté. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas dit, que vous êtes coordinateur intelligence artificielle et administrateur des données, code source et algorithmes pour la gendarmerie nationale. On a un petit temps de 10 minutes. Marco, 10 minutes, on est bon pour poser des questions. Donc, si vous voulez poser des questions, et puis après, on passera à la table ronde, alors, au pupitre ou au micro. Je crois qu'on a un micro dans la salle. Est-ce qu'on a une question, une ou plusieurs questions? Marco. Voilà. Merci, Patrick. J'ai lu que 92% de nos données sont stockées en Amérique. C'est rassurant. De quoi on parle, souveraineté numérique? Ça, pour moi, c'est un enjeu sur lequel on devrait réfléchir, on devrait agir. Qu'est-ce que tu en penses? De la faute de qui, Marco? De nous. De nous. On distribue toutes nos données à Google, Amazon, Facebook. Je ne sais pas qui lit, vous savez, j'accepte. Moi, je ne lis plus, hein, j'accepte. Et tout le monde accepte. Quand on regarde dans le détail, vaut mieux pas regarder, en fait. Parce qu'effectivement, ce qu'ils font de nos données... Et moi, je ne voudrais pas qu'on se cache derrière notre petit doigt à dire on ne savait pas. En fait, on sait très bien ce qu'ils font avec nos données. Enfin, on sait très bien. Ils font des choses qui dépassent ce qu'on pense. Moi, j'aime bien dire, l'État m'a jamais souhaité mon anniversaire. En revanche, la FNAC l'a fait, Decathlon l'a fait. Pourquoi? Parce que j'ai les cartes de fidélité. Alors, ça ne parle pas des données aux États-Unis. Hein. Mais en fait, on distribue tellement nos données ailleurs qu'ils savent déjà beaucoup de choses sur nous. Et oui, 92% de nos données, c'est ça, Marco? C'est énorme. Mais on a cette responsabilité. Enfin, rappelez-vous la phrase d'André Comte-Sponville. Hein. Ça dépend de nous tous, quoi. Donc on a une vraie responsabilité sur cet enjeu-là. Moi, je sais que j'utilise un réseau, LinkedIn. Je ne parle que d'une matière, l'IA. Je fais autre chose. Je ne parle pas d'autre chose que ce à quoi peut me servir ce réseau. Et je crois qu'il faut qu'on ait cette hygiène et cette éducation chez nos jeunes aussi, de savoir comment distribuer notre donnée. Bon, pour rebondir sur cette question qui me paraît essentielle, hein, il y a une responsabilité collective de l'ensemble de la population, mais dans une attitude consumériste, l'ensemble de ceux qui s'approprient ces données le font dans un sens commercial. C'est ainsi qu'on voit apparaître des pop-up qui montent régulièrement pour avoir des actions commerciales auprès de nous. Mais il y a une responsabilité de l'État et une responsabilité collective de la gestion des données sur la responsabilité publique sur les fondamentaux et le régalien de l'État. Et là, que ce soit la justice, que ce soit la sécurité, que ce soit l'aménagement du territoire, que ce soit la santé, il y a des domaines où, aujourd'hui, je considère que nous ne sommes pas en ordre de bataille pour stocker l'ensemble des données, pour les traiter, prendre la donnée brute, la traiter en données utilisable par nos algorithmes, la rendre intelligible et donner des choix à nos grands professeurs, à nos grandes têtes pensantes. C'est, je pense, sur ce secteur-là qu'il y a un gros travail à effectuer. Il faut effectivement absolument qu'on libère la donnée utile. Peut-être que Jean-Michel en parlera. Exactement, et d'avoir des bacs à sable d'expérimentation. Nous, gendarmerie, contrairement à beaucoup de choses qui peuvent être pensées, on n'a pas accès à beaucoup de données. On a accès à des données très silotées. Et à un moment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, donc on est obligé d'utiliser des outils qui sont développés par d'autres, parce qu'on ne peut pas tester nos outils sur nos données. Donc on finit par être dépendant d'outils d'autres géants du numérique, par exemple. Alors, je vais me permettre une question, si vous voulez, par rapport à l'éducation, puisque vous parlez qu'il faut éduquer nos jeunes, sauf que nous sommes, nous aussi, comme la gendarmerie, un petit peu bloqués, dans le sens où nous n'avons pas les bons outils.
et nous n'avons pas de temps dans les programmes pour pouvoir vraiment enseigner. Alors la facilité commerciale fait que les élèves utilisent énormément l'intelligence artificielle pour le travail, mais nous ne sommes nous-mêmes pas formés pour pouvoir appréhender, et en termes de nécessité, pour vous, quelle serait la priorité à donner? Parce qu'il faut qu'on arrive à donner un esprit critique aux élèves et qu'ils apprennent à vérifier l'information. Or, à l'heure actuelle, personne ne vérifie l'information, tout le monde utilise. C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent, puisque on s'en sert comme moyen de communication et lancement de rumeurs. Tout le monde est sachant et personne ne va chercher vraiment la source de l'information. Alors, sur les moyens, je pense qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup. L'autre jour, on me disait, on n'a pas les milliards de Google, c'est pas grave. Moi, je pense qu'on est l'État. Donc, même si on a des moyens contraints, moi, objectivement, je suis bluffé par les jeunes alternants que j'ai, parce qu'aujourd'hui, il y a des GitHub de partout, ils sont capables de faire des choses extraordinaires qu'en thèse, on ne faisait pas il y a quelques années. Et après, ils adaptent ça aux problématiques très précises. Donc, faut pas s'imaginer, parce que sinon on s'imagine quelque chose de trop grand et on n'y va pas. Donc déjà, il faut commencer petit et pas à pas, on arrive à construire quelque chose. Après, ce que vous dites est important, c'est la priorisation. Qu'est-ce qu'on priorise? Et là, c'est le rôle de l'État, de savoir dans les programmes, qu'est-ce qu'on priorise. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation. Moi, à mon sens, aujourd'hui, ce que j'essaye d'apprendre à mes enfants, c'est l'esprit critique. Plus que d'apprendre par cœur des leçons. L'esprit critique. Les mathématiques. Parce que, à un moment, si on veut comprendre l'explicabilité de l'IA, c'est des maths. Donc il y a, à la fois, faut à mon avis se moderniser sur cet aspect agilité, esprit critique, et revenir peut-être à des fondamentaux qui sont essentiels, quoi. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, donc je dis ça avec beaucoup de... Je me permets justement de vous poser la question, parce que la confrontation est intéressante pour pouvoir prévoir l'avenir. Et il faut former les enseignants à cela. Parce que, aujourd'hui, former sur des méthodes d'intelligence artificielle, ça a peu de sens. Dans quelques années, il y a le quantique qui va encore rebouleverser tout ça. Par contre, il faut être capable de former à l'esprit critique, à l'agilité et à tout ça. Oui, si vous me permettez aussi, dernière question. Ayant quelques habitudes dans l'université, j'ai une remarque à faire. Si jamais vous continuez à avoir, pour l'éducation des plus jeunes, une soumission quasi à la mode du jour, et que vous ne réintégrez pas une part de recul sur le présent, tout ce qu'on va essayer de faire n'aboutira que mollement. Je veux dire par là que l'esprit critique, chez nous, dans ma génération, c'était qu'on avait fait du latin. Et donc on avait couché avec Cicéron et Salluste, et qu'on avait une proximité avec César. Et donc Drucker n'était qu'un saltimbanque. Donc on n'était pas pris par la mode, même si on vivait le présent. Comment on va réintégrer de l'espace-temps recul? Parce que la souveraineté, c'est le pouvoir du dernier mot. On le définit ainsi, puisque le problème de la souveraineté, c'est d'être un absolu, parce que les États sont égaux, parce qu'ils sont souverains. Et deux absolus sont égaux. S'il y en a un qui est moins absolu que l'autre, il est relatif et donc il n'existe plus. Ce qui fonctionne du côté des États-Unis ou de la Chine, c'est l'imbrication entre les structures de recherche, le privé et le public, pour faire court. En Europe, on aurait les moyens de le faire. Mais à partir du moment où toutes les données sont stockées ailleurs qu'en Europe, on a vu la palinodie du cloud français. Rappelez-vous la manière dont on a travaillé sur la question de savoir comment garderait une souveraineté nationale sur notre cloud, par exemple. Tout ça montre que les réflexes n'y sont plus. Les réflexes au niveau de l'État n'y sont plus. Parce que l'esprit du temps l'emporte sur l'espace-temps que pourrait donner ce recul qui nous permettrait de savoir ce qu'est vraiment la souveraineté. Si on interroge quelqu'un pour dire qu'est-ce que la souveraineté, on aura un balbutiement. Quand on me parle de souveraineté européenne, je ne comprends pas. On a transféré des compétences, pas de la souveraineté. C'est pas du droit, c'est de la communication. Après, à travers ce que vous dites, en fait, le temps est un facteur essentiel. Il faut avoir des visionnaires. Les visionnaires ont le droit de se tromper, mais il faut avoir des visionnaires. Parce qu'eux, ils nous projettent sur l'avenir. Et après, on peut choisir effectivement un chemin. Aujourd'hui, l'horizon, c'est l'année prochaine.
Et ça, effectivement, il faut prendre du recul là-dessus. Et enfin, moi, je crois quand même beaucoup dans la jeunesse qui a peut-être plus de recul que nous, des fois, par rapport à ces sujets-là, qui sont dans leur quotidien pris par leurs outils du numérique immédiat, mais qui quand même se projettent sur un certain nombre de sujets, je pense environnement ou autre, beaucoup plus qu'on le faisait nous. Et ça, c'est peut-être aussi une façon d'avoir un peu une vision de l'avenir. Après, encore une fois, moi je pense que les visionnaires, on peut ne pas être d'accord avec eux, on peut être d'accord avec eux, ce qu'il en faut, c'est plusieurs, pour avoir le choix, pour avoir plusieurs visions, et ça, on en manque un peu. Au sein des armées, il y a eu la Red Team, que vous avez dû en entendre parler, mais c'est extrêmement intéressant de se dire que l'armée, qui est quand même l'endroit où on pense la stratégie, on fait appel à des auteurs de science-fiction. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, quand Jules Verne a écrit qu'on allait marcher sur la Lune, il a fallu un peu de temps avant qu'on y marche. Le métavers, il a été pensé en 1992, il a été créé début des années 2000 avec Second Life. Donc la science-fiction, elle n'est plus à un siècle, elle est dans les 10 ans. Donc c'est plutôt intelligent de la part des armées d'avoir réfléchi avec des auteurs de science-fiction. Moi, ce qui me gêne quand même, c'est qu'on est beaucoup sur des scénarios dystopiques. J'aimerais bien, à un moment, qu'on essaye de voir un avenir plutôt lumineux. Et ça encore, c'est de notre responsabilité étatique et citoyenne. Merci, Général. On aura une autre série de questions, puisqu'il y avait beaucoup de demandes pour avoir le micro. Donc, juste après la table ronde, place maintenant à notre table ronde souveraineté nationale et protection des citoyens pour développer ce sujet. Bonjour, Jean-Michel Miss. Alors, vous êtes ancien député de la Loire, président du cabinet de conseil en affaires publiques Via Publica et rédacteur donc du rapport pour un usage responsable et acceptable par la Société des technologies de sécurité, un rapport qui avait été confié par le Premier ministre en 2021, Monsieur Jean Castex. On parlait de connaissances éclairées des dirigeants, ça faisait partie de votre mission. Merci de la question et merci de la poser de manière aussi sympathique. Merci de l'invitation tout d'abord. C'est un plaisir d'être à Nice aujourd'hui pour échanger avec vous. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais parlementaire, de m'intéresser un petit peu et de me former un petit peu aussi. Peut-être ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse au sujet. Certains parlementaires s'intéressent à des sujets, mais ne se forment pas sur ces sujets. Donc on parle de tout et de rien, mais à un moment, je pense que prendre un peu de profondeur dans les enjeux qu'on évoque ne peut pas nuire à la réflexion collective. J'avais été amené, à la demande de Jean Castex, de nommer parlementaire en mission sur les enjeux technologiques liés aux forces de sécurité intérieure, notamment dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques de l'année prochaine, de la Coupe du Monde de rugby 2023 et plus généralement des grands événements. Et j'ai également j'ai eu la chance d'être rapporteur de la mission d'évaluation de la loi de 2015 sur le renseignement. Loi de 2015 qui avait été, comme la date peut vous l'indiquer, prise à l'occasion, malheureusement, des attentats que nous avons connus au Bataclan en 2015 et qui nous a questionnés et interrogés sur la manière dont on pouvait, dans un monde asymétrique, où les assaillants disposent parfois, qu'ils soient étatiques ou même en gang organisé, de moyens qui sont parfois supérieurs à ceux que l'État confie à ceux qui sont là pour nous protéger, les forces de l'ordre, les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, les douanes, la sécurité civile, l'ensemble de ceux qui concourent à nous protéger. Et nous avions essayé de dire dans cette mission d'évaluation qu'il fallait qu'on utilise les outils dont on disposait aujourd'hui. L'intelligence artificielle en fait partie, parmi d'autres outils qui sont déployés et qu'on peut utiliser. J'ai aussi la chance d'être rapporteur de la loi sur la sécurité intérieure, donc sur les caméras embarquées, les drones, et tout un tas d'outils qui sont des outils qui accompagnent nos forces de l'ordre dans leur mission. Et dans leur capacité à analyser une situation, il est évident que l'IA tient aujourd'hui toute sa place, si on ne veut pas confier nos intérêts à des porteurs d'intérêts légitimes, au demeurant, mais étrangers, ce qui me gêne un peu, non seulement comme législateur, mais également comme citoyen, tout simplement et d'abord. Donc on avait souhaité, et ça renvoie à ce que Patrick Perrault vient de dire à l'instant, sur cette nécessité d'éprouver notre raisonnement aux réalités vécues, aux réalités qu'on envisage dans les anticipations de scénarios qu'on fait. Je préfère parler de romans d'anticipation que de romans de science-fiction, parce que justement c'est essayer de se projeter un pas en avant, à 5, 10 ans, 15 ans. Je pense que ce sont des horizons qui aujourd'hui sont déjà suffisamment longs. Quand on voit l'évolution rapide, quasiment journalistique,
tous les jours dans nos quotidiens, nous voyons l'évolution de ces technologies. Et nous souhaitions, à l'époque, faire en sorte de permettre à nos forces de sécurité, notamment, à nos chercheurs plus généralement, de pouvoir éprouver leurs solutions théoriques de laboratoire en utilisant des données concrètes, des données en temps réel, et non pas des données de synthèse, même si avec l'IA et le quantique, ça peut se rediscuter sur la notion de données de synthèse, mais pour autant, on a besoin de vraies données. Là où nos adversaires, je le dis parce que aujourd'hui, dans ce monde concurrentiel, on a des partenariats, bien sûr, avec nos amis américains, avec nos amis britanniques, avec d'autres, mais on voit aussi que sur le plan de la compétition, ce sont d'abord des adversaires économiques, et ils ont leurs intérêts, ils les défendent bien. Le président Biden, dans la bonne continuité de Donald Trump, avec une méthode, on va dire, de gouvernance et une manière de s'exprimer qui est différente, ne fait que poursuivre finalement ce qu'avait déjà mis le président Trump en place. Et on voit bien qu'avec la nouvelle loi sur l'investissement, aujourd'hui sur la loi IRA, finalement, que fait M. Biden? Il fait une politique de dumping fiscal pour permettre à nos entreprises d'aller s'installer chez lui en captant la valeur actuelle, le savoir, les compétences, la formation que nos universités, et on est bien placé dans ce département et cette région pour en parler, ces compétences, nous les avons, nous les formons, nous les assumons avec un mode de gouvernance qui est souvent une gouvernance publique. Donc ça veut dire que collectivement, en tant que contribuables, nous finançons cette recherche, nous finançons cette capacité à avoir les meilleurs talents, et d'autres, parce qu'ils ont une ingénierie, on va dire, fiscale, ou une doctrine d'emploi, vont récupérer ces talents et effectivement les mettre au service d'aujourd'hui. Je ne sais pas comment il faut les appeler, les GAFAM, les MAMA, les noms évoluent parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus il y a 5 ans, on disait les GAFAM, aujourd'hui c'est les MAMA parce qu'il y a des regroupements, vous avez Microsoft, Alphabet, voilà, je ne vais pas tous les citer, vous les connaissez aussi bien que moi. Et ce reproche-là, ça a été dit tout à l'heure par le président du département, on ne peut pas le faire aux autres, hein. On peut le faire à nous-mêmes. Parce que c'est par rapport à la régulation qu'on peut mettre en place, la régulation politique, j'entends, pas forcément la régulation législative. Parce que là, j'ai été amené, je veux dire des choses pas forcément agréables pour certains de mes amis par rapport au texte qui risque de passer à l'Assemblée nationale au mois de mai. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on construise une ligne Maginot du numérique. À un moment, il faut qu'on soit dans une forme d'offensive. Cette offensive, elle est fondée sur un chemin dans lequel on doit s'inscrire. Ce chemin s'inscrit sur des humanités numériques, mais des humanités d'abord. Et je pense que c'est de cette manière-là qu'on doit aborder le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on commente à foison GPT-3, GPT-3+, GPT-4, parce que bon, finalement, OpenAI est en train d'assumer la charge médiatique de l'ensemble de l'espèce, mais il y a bien d'autres entreprises qui travaillent sur ces questions-là, certaines dans d'autres domaines de recherche, sur l'image, sur le son, effectivement, sur la capacité aujourd'hui à pouvoir porter en temps réel des vidéos avec des sons qui seront les voix des personnes qu'on souhaite imiter. Et ce qui me paraît beaucoup plus grave que d'être dans un mode binaire, de dire on va avoir la vérité d'un côté, puis on aura des choses plus ou moins dégradées de l'autre, ce sera peut-être qu'on va le reconnaître parce que c'est effectivement le président Macron. Ah oui, si c'est le président Macron, effectivement, mis dans une manif à Paris, dans le cadre de la grève des éboueurs, oui, on va le savoir. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est pas tellement cette image-là qui a vocation à marquer les esprits. Ce qui me fait peur, c'est une forme d'altération de la réalité, simplement. C'est-à-dire qu'on va déformer une phrase, on va rajouter un mot, on va rajouter un adjectif dans une phrase. Et ce qui sera de l'ordre du vraisemblable sera le vrai message qui ensuite sera relayé sur les réseaux sociaux, sera amené à devenir une forme de nouvelle propagande. Et c'est cela qui m'interroge. Et on ne luttera pas par un outil contre cela, on luttera par le savoir, la raison, le sens commun, effectivement, et le libre arbitre. Et je pense que c'est ce que nous devons, en premier ordre, mettre en place. J'avais souhaité, je regrette que l'Éducation nationale n'ait pas, de ce point de vue-là, pris la mesure des enjeux. L'Éducation nationale a délégué, finalement, au ministre du numérique, dès lors qu'on dit numérique, bon, du ministre du numérique. Non, je pense que le ministre du numérique a son rôle, bien évidemment, à jouer, mais c'est un outil. Mais je pense que la ligne politique et que le regard doit être porté dans un gouvernement par le Premier ministre, et ensuite mis en œuvre, si on veut être sur le temps long, sur le long terme, et la capacité, effectivement, à faire cette acculturation,
à avoir une prise de conscience des enjeux qui sont devant nous et que nous devons assumer collectivement, c'est, je pense, la porte d'entrée, c'est d'abord l'éducation. Je suis content d'être aujourd'hui dans les locaux du département, parce que je pense qu'effectivement, le collège me semble un enjeu majeur, parce que c'est à ce moment-là, quand même, que s'agrègent un certain nombre de choses, que des consciences se forgent, et qu'on peut être à même de faire comprendre justement les enjeux qui nous entourent et qui nous seront demain nécessaires à affronter les défis de souveraineté. J'aime bien ce que vous avez dit, parce que souvent, c'est un mot un peu valise, la souveraineté. Moi, je l'ai même utilisé. J'ai été à l'ICHEDN en charge de la première promotion cybersécurité et souveraineté numérique. Bon, c'est un mot sur lequel on se fait souvent plaisir. Je pense qu'il faut regarder, dans un ensemble numérique extrêmement vaste, quelles sont les briques dans lesquelles on peut avoir une véritable souveraineté et les briques avec lesquelles on est obligé de composer, parce que, soyons pas dans une utopie qui serait mortifère, nous ne maîtrisons pas l'ensemble des briques. Thierry Breton, hier, a annoncé, c'est bien, la régulation qui va advenir avec l'adoption du règlement sur les données, le DSA. Les 19 plateformes qu'on a citées, il y en a 17 qui sont américaines ou chinoises, il y en a 2 qui sont européennes, oui, Booking, qui est hollandaise, et Zalando, qui est allemande. Aucune n'est française, et je crois que ça devrait nous interroger beaucoup plus grandement que de savoir de quelle manière on va réguler ces plateformes. La vraie question, c'est comment on va réussir à faire émerger au niveau européen d'abord, parce que je pense que c'est notre ensemble dans lequel il faut se projeter, parce qu'on a des communs qui sont effectivement plus immédiats, à la fois sur le plan culturel et sur le plan géographique, mais pas seulement évidemment avec l'Europe. Il faut qu'on pense et qu'on adresse le monde de manière beaucoup plus large. Je pense que ce sont des enjeux qui sont pas des enjeux pour demain, c'est des enjeux pour aujourd'hui. Donc je ne vais pas être plus long dans mon développement, mais je pense qu'il faut remettre un peu les choses dans l'ordre, parce que sinon on se contente de courir après une évolution technologique et on ne resitue pas la perspective qui doit être celle de l'engagement politique et celle effectivement de la manière de tracer une doctrine, un chemin, et ensuite de voir de quelle manière on peut mettre en place finalement ce qui fera corpus et consensus en associant les collectivités locales et territoriales, parce que nous ne sommes pas dans un cyberespace on vit peut-être numériquement dans un cyberespace, mais humainement et en tant que citoyen, on vit d'abord sur un territoire. Alors vous avez évoqué le rôle des acteurs de l'éducation. On va regarder le rôle du côté des juristes cette fois-ci avec Marina Teller. Vous êtes professeure de droit privé à l'Université Côte d'Azur, également CNRS et le groupe de recherche en droit, économie et gestion. Vous êtes également directrice de la chaire 3IA, droit économique et intelligence artificielle. Bonsoir, merci pour votre présence. Alors quel sera d'après vous l'impact de cette révolution juridique? Je pense qu'on vous a allumé le micro. Oui, bonsoir, merci à tous. Un mot ultra rapide, mais je ne peux pas ne pas le dire, pour remercier Marco Landi et toute l'équipe d'Europia, la Maison de l'intelligence artificielle, tout ce qui se fait aussi localement pour essayer de faire monter la réflexion sur l'intelligence artificielle, et donc également merci au 3IA Côte d'Azur. J'ai moins envie de donner le regard des juristes sur l'IA que de donner plutôt ceux qui sont censés former les jeunes générations à l'IA. Moi, je garde 2 mots de ce qui a été dit précédemment, c'est les termes de rupture du général Perrault, et puis la question de comment on construit des humanités numériques de Jean-Michel Nice. Et alors le droit, évidemment, il est partout. Mais arrêtons de penser que le droit, c'est uniquement la recherche du juste, parce qu'on n'est pas du tout dans la thématique. Et très clairement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'on essaye de faire? C'est essayer de récupérer une part de souveraineté par la loi, là où l'Europe a compris depuis longtemps qu'elle avait perdu la partie, en tout cas pour le moment, sur la partie industrielle. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des lois. Donc ça, on sait le faire, et on le fait bien. Moi, je rejoins tout à fait le sentiment du général Perrault. Le RGPD, on se rappelle à l'époque, il a été vertement décrié. Tout le monde disait, mais l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un modèle. La Californie a fait un RGPD à sa manière. Alors, les Chinois ont fait un RGPD à la chinoise, qui est certainement très éloigné du nôtre. Mais l'idée de dire qu'on peut être un modèle à l'échelle de la planète pour poser des normes, ça c'est quand même un symbole fort.
Sur la question de l'enseignement, les humanités numériques, cette question des ruptures, on voit bien qu'on vit un moment qui est quand même très particulier, parce que c'est un accélérateur en fait de transformation dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire dans les usages, également dans la dimension temporelle. Et ça fait réfléchir, cette anecdote de dire, mais quand on était petit, on se projetait, le futur à 10 ans, on pouvait l'anticiper. C'est vrai qu'aujourd'hui, le futur à 10 ans, c'est compliqué de l'anticiper. Et la question de l'enseignement qui a été posée, elle est absolument essentielle. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment des choix de société, des choix strictement politiques. Qu'est-ce qui est du ressort finalement de la société et qui doit finalement se débrouiller par elle-même toute seule, et qu'est-ce que l'on doit apporter comme encadrement, comme accompagnement aux citoyens. Et quand on y réfléchit, c'est vrai que c'est quand même assez prodigieux de se dire qu'on a donné des outils à tout le monde massivement sans donner les usages de ces outils, que l'on n'apprend pas, ni collectivement, ni d'ailleurs dans le système éducatif. Alors, je voudrais donner quelques anecdotes et puis faire écho à ce qui a été dit précédemment. Aujourd'hui, par exemple, je vois mon fils est au collège, il n'a plus de livres, il a une tablette. Alors lui, il est ravi. Moi, je me suis dit, je suis de l'époque, un peu comme de mon professeur Asso, du latin, du papier, et la preuve, j'ai encore l'époque où je prends des notes, et je me dis qu'en termes de civilisation, c'est pas neutre de se séparer du médium de l'écriture, de tout simplement un support matériel. Et je vous livre une anecdote parce que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir ces derniers jours. Vous trouverez sur le site de France Culture 2 podcasts sur Emmanuel Ringelblum, qui était un historien juif polonais dans le ghetto de Varsovie. Et peu de temps avant l'insurrection du ghetto, il a eu l'intuition d'enterrer dans 3 cachettes différentes des bidons de lait, des malles métalliques qui contiennent du papier, qui contiennent des documents. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Avec toute une série d'historiens, de notables, de médecins, de juristes, ils ont documenté la vie du ghetto en se disant, mais le papier, c'est ce qui sera le témoignage de ce que nous étions, nous, en tant qu'humains, pour les générations futures. Et si plus tard, quelqu'un survit, trouvera ces archives, eh bien, on ne sera pas complètement mort. Une des questions que je me pose souvent, c'est de dire, mais comment feront les historiens dans 200 ans ? Aujourd'hui, tout ce que nous véhiculons, ça passe par des textos, ça passe par des mails, ça passe par des choses qui sont immatérielles, qui disparaissent. On ne tient plus de journaux de bord, on ne tient plus grand-chose qui reste. Donc c'est effectivement très clairement une rupture de civilisation. Et comment on apprend à nos jeunes l'esprit critique ? C'est très compliqué. Et typiquement, oui, bien sûr qu'il faut apprendre les mathématiques, il faut apprendre, mais l'esprit critique, c'est très théorique quand on dit on apprend à des jeunes à penser librement et à développer l'esprit critique. Moi, je dirais surtout, il faut leur apprendre l'histoire. Faudrait augmenter le volume d'enseignement en histoire, parce que de plus en plus, on va questionner ce qui fait véritablement l'humain dans l'humain. Et dans la conversation que j'avais avec le général Perrault avant sa conférence, il me livrait une anecdote, il me disait, il y a une question très, très complexe, très pertinente qui m'a été posée, c'était de savoir si, dès lors que l'on peut avoir un homme augmenté par des puces que l'on peut avoir dans le cerveau et autres, et ça c'est aussi l'avenir de la médecine, demain l'homme sera un homme augmenté, est-ce qu'on est encore complètement un homme ou est-ce qu'on devient autre chose ? Où est notre part d'humanité ? Donc ce ne sont pas des petites questions, ce sont véritablement des méta-questions qui sont devant nous. Vas-y, Patrick, bien sûr. Non, j'interromps parce que je sais que l'école 42 est présente, et j'étais à l'école 42, c'est quelqu'un de l'école 42 qui m'a posé la question, et je trouvais ça extrêmement pertinent. Désolé. Oui. Et sur cette question de comment on forme, comment on transmet, là, je pense qu'on peut tous avoir des pierres, avoir des cailloux énormes dans notre jardin. Quand on a connu le Covid,
Qu'avons-nous fait, nous, à l'université? Comme tout le monde, on a essayé de parer au plus urgent, donc on a basculé dans de l'hybride. On a essayé des plateformes de visioconférence, rien marché. Les solutions, entre guillemets, étatiques, publiques qui nous étaient données, 9 fois sur 10, ça marchait pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On est tous passés sur Zoom. Et après, évidemment, on nous a expliqué que oui, il y a des problèmes de confidentialité, Zoom, solution qui n'est pas nationale, etc., etc. Donc, c'est l'autre anecdote que je voudrais livrer aussi pour dire que ce sont des sujets compliqués et qu'il y a aussi beaucoup d'ambiguïté. Moi-même étant enseignante-chercheuse et ayant fait le choix par vocation de travailler pour le ministère de l'Enseignement supérieur, je suis donc autant attachée que Patrick à l'État et à ce que véhicule le sens du service public. Ça, je pense, c'est quelque chose que j'ai, sinon j'aurais fait un autre métier. Mais je vois bien que là-dessus, l'État ne remplit pas sa mission. À aucun moment, on apprend à des enseignants à transformer leur métier avec un public qui, très clairement, aujourd'hui, n'a plus les mêmes aspirations ni les mêmes compétences qu'avant. Aujourd'hui, notre public d'étudiants, il n'est plus apte à suivre un cours de 30 heures où on va apporter du contenu, parce que le contenu, ils l'ont en 10 secondes n'importe où. Donc, comment transformer en profondeur nos pratiques, nos usages? Et ça, c'est une question extrêmement compliquée. Et sur cette question aussi de l'État, du service public, qui d'une certaine manière, aujourd'hui, doit reprendre la main par rapport à la technologie, je vous livre une anecdote qui est très personnelle. Il y a 2-3 ans, j'ai voulu passer sur l'identité numérique. Et donc j'ai fait la démarche comme il faut de fond en comble. Et à la toute fin du procès, c'est un agent de la Poste qui vient physiquement me rencontrer et je lui montre ma carte d'identité et il regarde que j'ai bien la photo qui correspond à la carte. Et donc je le vois et puis je vois qu'il enregistre toutes ces informations sur un terminal Huawei. Et là je me suis dit, d'accord, ça c'est la France. Voilà, ça c'est la France dans toute sa splendeur. Et également un dernier point, parce que je pense que si on ne l'évoque pas, on manque aussi un point important dans le sujet. Et ce point figure dans le rapport qu'a réalisé Jean-Michel Mis, c'est la question de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on est dans un moment compliqué où le dialogue devient souvent une gageure. Et je pense qu'on voyait tous à quoi je fais référence dans la période actuelle. Comment s'assurer que de manière massive, le citoyen ait confiance dans la technologie? Ça, c'est je dirais, c'est un pari absolument colossal. L'acceptabilité sociale, ça se construit aussi dès le plus jeune âge, en fait. Donc c'est pour ça que l'éducation est quand même un point absolument essentiel. Et l'acceptabilité sociale, ça passe aussi par des procédures à inventer. Alors nous, l'année dernière, on avait travaillé avec un professeur belge d'intelligence artificielle, Hugues Berzini, et lui travaille en Belgique à des laboratoires de participation citoyenne pour que les citoyens puissent venir directement participer au code informatique. Parce que le code, c'est des instructions. N'importe qui est apte à donner des instructions. Après, il nous faut des codeurs, il nous faut des data scientists pour passer à la partie de codage. Mais sur la partie de discussion, de réflexion, de que va-t-on mettre dans les codes, je pense qu'il faut aussi réinventer, en réalité, notre démocratie. Et toutes les lignes de friction, toutes les ruptures que nous vivons à l'heure actuelle, elles nous disent aussi peut-être que on est en train de vivre la fin d'un modèle et qu'il faut en inventer un nouveau. Alors avant de passer la parole pour des questions au public, 2 questions en écho à ce qu'a dit le général Patrick Perrault. L'avenir est-il celui d'une gouvernance portée par les géants du numérique, qu'ils soient chinois ou américains, et les États ont-ils une place à jouer nationalement ou collectivement ? Moi, je pense que fondamentalement, oui, sinon on ne serait quand même pas là, parce que je crois qu'on croit tous quand même à la capacité collective
de pouvoir, grâce à l'organisation sociale dans laquelle nous sommes, avec l'État, les gouvernements, les collectivités territoriales, nous sommes en capacité de gérer de maîtriser notre destin, parce que c'est ça finalement la souveraineté, la capacité à maîtriser son destin. Le reste, c'est un peu secondaire, c'est de la technique, c'est pas de la, on n'est pas dans l'intention. Je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de confier aux gens qu'on veut réguler les moyens de cette régulation. Donc c'est ce qui me gêne un peu dans ce qui peut être décidé si les choses ne sont pas écrites correctement dans les semaines ou dans les mois qui viennent au niveau des lois qui s'accumulent parfois par effet de mode, comme souvent d'ailleurs. On fait une loi parce qu'un événement contraint médiatiquement à ce qu'on réagisse. On réagit comment? On réagit, au lieu de faire un débat citoyen et d'essayer justement de réfléchir ensemble à ce qu'il convient de faire, on fait une loi de plus, alors qu'on avait dit d'ailleurs qu'on en fait beaucoup moins et on en a fait bien autant qu'avant. Je pense que la question est là. La loi n'est pas un instrument de communication, c'est un instrument qui doit à un moment acter un consensus social, et on voit bien en ce moment ce que je veux dire par là. Je crois que c'est important, la loi, enfin, ça nous renvoie aussi à un certain nombre de contextes. Est-ce que c'est justement la manière dont le contrat social, à un moment, est figé dans le texte de la loi, et qui permet à la société d'avancer et d'avoir des interactions sur un mode apaisé et démocratique, c'est ce qu'on souhaite faire. Et donc donner ces moyens de régulation à des GAFAM qui ont des instances de concertation. Elles ont tous, Facebook ou d'autres, ont créé des espèces de collèges, pourquoi pas carrément des conseils constitutionnels privés avec lesquels elles cooptent un certain nombre de personnes, qui en tant qu'individus d'ailleurs, souvent sont des gens d'extrême qualité, c'est pas le problème de la personne, c'est le problème de l'organisation. Et je pense que d'une manière générale, une institution, ce qui la représente, c'est sa capacité à perdurer dans le temps au-delà des hommes et des femmes qui les animent. C'est ça une institution. Si une institution repose sur un individu, je pense que là on a raté une marche, et je pense que dans les textes qui doivent être votés, pour pas être trop long, il faut se garder de donner la main à ces entreprises qui ont des raisonnements certes quasiment supra-étatiques aujourd'hui, mais qui sont d'abord des entreprises, de réguler finalement notre destin à travers des algorithmes dont on ne connaît pas exactement et dont je pense on aura beaucoup de mal à connaître de quelle manière ils fonctionnent et selon quels paramètres et quelle finalement gouvernance ils sont utilisés. Donc si on doit faire quelque chose pour que l'État et que le législateur notamment, puisque c'est lui qui fixe quand même la norme suprême dans notre pays, fasse les choses correctement, c'est d'éviter de confier notre destin dans des mains qui ne sont pas forcément des mains amies. Alors vous avez été bref et efficace, on vous en remercie. On va prendre une question dans le public et puis après j'appellerai Isabelle Galli et Marco Lendi pour la conclusion. Est-ce qu'on a une question dans le public, une question rapide? Voilà, pour monsieur. On va prendre le micro. Général, est-ce que vous pouvez donner le micro? Voilà, et donc juste après, Isabelle Galli, directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle, et Marco Lendi, président de l'Institut Europia et du comité des experts du Smart Deal, viendront conclure. Vous pourrez échanger juste après le live aussi avec nos invités. On vous écoute pour la question. Bonsoir. Je vais vous donner mon micro, il marche. C'est bon, c'est parti. Bonsoir, David Simplot, professeur des universités en informatique, pas complètement arrivé aussi sur le sujet. Je voulais remercier les organisateurs, département, Europia, Maison de l'IA, et puis les intervenants pour la qualité, même si j'ai pas pu assister pour des raisons de bouchons à toutes les interventions. Merci beaucoup. Je voulais réagir à ce qu'a dit Marina tout à l'heure sur la bataille est perdue. Tu as dit quelque chose du genre oui, l'Europe se rend bien compte que la bataille est perdue et que ce sont d'autres qui font le numérique aujourd'hui. Je pense qu'il faut revenir à la conclusion du général Perrault qui est c'est nous qui avons la main. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas se résigner à dire que ce sont la Chine et les États-Unis qui contrôlent le numérique. Les gens du numérique, ce ne sont pas que eux. Et je pense qu'il faut regarder au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, on a des géants du numérique. Je vais prendre un exemple, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais savez-vous que 80% des transactions électroniques passent par chez SAP. Donc SAP est un géant du numérique et ce que je voulais dire c'est que c'est une question de politique et de stratégie. Effectivement, les États, l'Europe doit réfléchir à ça. Quand on regarde les États-Unis, c'est 3,4% du PIB qui est investi en R&D, c'est 32%
de l'investissement privé en R&D qui est mis dans le numérique, donc un tiers de la dépense de R&D aux États-Unis c'est dans le numérique. Ils sont passés de 17% en 2012 à 32% en 2022. Et la Chine a fait le même chemin, ils sont passés de 6% à 17%, donc la Chine court derrière les États-Unis, et quand on regarde l'Europe, ou plus particulièrement la France, on court derrière la Chine, c'est-à-dire qu'on vient juste de rattraper la Chine de 2012, on vient de passer à 7%. Donc ça c'est vraiment une question de priorité, et construire des leaders dans le numérique, c'est possible, il faut investir. Et il ne faut surtout pas renoncer parce que demain, si nous ne sommes que consommateurs de numérique fait ailleurs, eh bien nous perdons la main. Parce que Marina l'a dit dans d'autres occasions, hein, code is law, ce sont ceux qui font le numérique qui font la manière dont le monde tourne aujourd'hui. Donc ma question était, qu'est-ce que vous en pensez? Fallait commencer par là. Alors Marina. Merci David pour cette réponse, cette question courte. Non, mais il y avait une très belle introduction. En fait, merci parce que tu affines ma pensée. C'est brutal quand je dis on a perdu la bataille. C'est pas évidemment, les choses ne sont pas si simples. Et en complément de ce que disait Jean-Michel Mis précédemment, ce point-là, il est très important parce que de plus en plus, on a des textes. Alors, on avait déjà le RGPD, mais surtout les textes, soit qui sont très récents, soit qui vont venir. Je pense au DMA, je pense au DSA, je pense à l'IA Act, c'est-à-dire les grands textes qui vont réguler les données, les plateformes numériques, les services numériques, et puis la réglementation de l'intelligence artificielle. Ces textes reposent sur une logique de compliance, c'est-à-dire de conformité, où en fait c'est de la régulation relativement partenariale avec l'entreprise. On donne à l'entreprise la possibilité de, et attention, derrière, on s'assurera que... donc c'est une logique très particulière, ce qui veut dire que plus que jamais, les acteurs privés vont être aux manettes, en réalité. Et lorsque l'on dit, oui, on régule, bien sûr qu'on régule, mais voyons comment on régule. On régule en disant, et on l'a très bien vu dans par exemple la modération de contenu que font les plateformes de réseaux sociaux, c'est régulé, mais en attendant, l'État ne pourra jamais faire la modération de contenu. Vu le nombre de messages, ça ne peut qu'être fait de manière algorithmique, et ça ne peut qu'être fait par les plateformes elles-mêmes. Donc on vérifiera, on fera de l'audit algorithmique, on vérifiera que telle norme répond bien à la norme de qualité, au marquage CE, etc., c'est-à-dire la standardisation technique, ce qui déplace un petit peu le débat, où se situera demain les vrais enjeux de pouvoir, dans ceux qui feront de l'auditabilité algorithmique et de la normalisation, ceux qui pourront poser les standards technologiques, et c'est là aussi où l'État doit être hyper présent. Général, vous vouliez intervenir rapidement. Je ne partage pas complètement l'avis sur si on a la normalisation pilote, parce que j'ai peur qu'on soit dans une forme d'illusion, que tout ne soit pas respecté en réalité. Donc ça va vraiment être un enjeu. Moi, la bataille n'est pas perdue, mais réveillons-nous, parce que ça va très vite. Réveillons-nous et arrêtons-nous. C'est-à-dire que arrêtons de subir tout ce qui vient de l'extérieur. Demain, c'est quoi les enjeux? Le quantique, est-ce que c'est un enjeu? Si ça l'est, allons-y. Mais posons-nous la question, comment il va être régulé? Posons-nous la question. Je crois que c'est Jean-Michel ou Marina, je crois que c'est Jean-Michel qui disait il ne faut pas réagir à chaud. Aujourd'hui, sur tous ces sujets qui sont fondamentaux, on réagit à chaud. Au lieu de se dire c'est des sujets où on doit réagir à froid. Et donc c'est le fait divers qui nous conduit à prendre des textes de loi qui ne sont pas toujours aussi aboutis qu'on le souhaiterait. Et en termes de réglementation, mais simplifions nos textes. On parle de l'IA inexplicable. Moi, le droit, je commence à le trouver inexplicable, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile parfois à lire. Et il y a un gros travail des juristes. Et là, je sais que Marina est dans ce mouvement aussi. Moi, j'ai une juriste, elle est dans ce mouvement aussi. C'est d'accompagner les évolutions. C'est-à-dire ne pas être là pour dire non. Elle est là pour dire, voilà la route à suivre pour être respectueux des libertés individuelles, pour être respectueux du citoyen. Mais tracer la route à suivre sur le quantique, sur la 5G, sur la 6G, il faut qu'on sache quels sont les enjeux de demain. Et peut-être on rattrapera le retard. Mais ce n'est pas gagné d'avance. On va falloir y aller vite et fort.
Merci à tous les trois. Je proposerai au public d'échanger avec vous puisque le département va nous offrir un cocktail juste après cette IA Day. Donc on pourra discuter en direct. J'appelle Marco Lendi pour la conclusion. Première conclusion avec Isabelle Galli, directrice de la Maison de l'Intelligence Artificielle. Bonsoir Isabelle. Merci Benjamin, bonsoir. Merci à notre panel. Alors j'avoue que j'avais un peu préparé un papier sur souveraineté IA et que vous avez tout dit. Donc me voilà... bien Marie, de pouvoir rajouter quelque chose. Néanmoins, je voulais puisqu'il y a eu des questions, et donc ça me donne l'occasion quand même de rebondir. Vous savez que sur la Côte d'Azur, le département a initié cette formidable maison d'intelligence artificielle et que l'on m'a confié la mission récemment, que Charles Ginesi m'a confié la mission d'acculturer plus d'1 million d'habitants à l'intelligence artificielle. Petite mission bien modeste, n'est-ce pas? Et donc, dans un super lieu que nous avons à Sophia Antipolis, et puis aussi quand nous allons à l'extérieur, nous allons à la rencontre des publics et nous essayons, que ce soit sur les collégiens, massivement, mais que ce soit aussi sur les enseignants, que ce soit sur une multitude de professionnels, que ce soit sur le grand public, et que ce soit aussi avec nos chercheurs et nos entrepreneurs en IA, nous essayons de faire que le plus grand nombre d'entre nous commence à comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, commence à en voir les usages, et non pas rejette l'usage, mais en accepte l'usage pour en accepter la maîtrise. Donc ça, c'est un autre point qui est fondamental au sein de la maison d'intelligence artificielle, c'est de faire comprendre l'usage et c'est de parler des enjeux. C'est pour ça que à chaque fois qu'un secteur d'activité, une thématique vient à la maison d'intelligence artificielle, nous essayons de thématiser. Si vous venez avec la thématique souveraineté nationale, on va thématiser. Alors la difficulté, elle est grande. Elle est grande. C'est très complexe d'acculturer à cette rupture technologique qu'est l'intelligence artificielle, parce qu'on vient à peine de vivre la rupture technologique du numérique. Alors c'est d'autant plus douloureux pour les gens, c'est de se dire, voilà, je viens déjà de transformer ma manière de travailler, ma manière d'interagir, et j'ai le sentiment d'avoir perdu beaucoup. Hier, nous avions un workshop à la Chambre de commerce et d'industrie, un workshop sur prévention du vieillissement et intelligence artificielle. Ça s'est fait avec des seniors et ça s'est fait avec des acteurs de la silver economy. Eh bien, ce que nous disaient les seniors principalement, c'est qu'avec le numérique, ce sont la multiplication des arnaques qui se sont imposées. Et que ça, une intelligence artificielle qui les protégerait des arnaques, ça, ce serait utile. Ils nous disaient également que c'est comment vérifier qu'une information, elle est vraie. Certes, on peut éduquer à l'esprit critique, mais même nos plus âgés, même nos aînés qui, donc, on fait plein de latin. Moi, j'ai un père qui était prof de grec. On fait du grec, qui ont fait des humanités, qui ont lu des livres écrits sur du papier. Même ces individus, ces personnes-là, ont un sentiment d'insécurité très fort avec ce qui est diffusé à l'heure actuelle en termes d'information. Bien évidemment, avec ChatGPT, qui réécrit tout, ce sentiment, il est accru. Et c'est vrai pour toutes les fonctionnalités de l'État. La délivrance de l'identité est supérieure avec des outils comme Google que ne l'est notre carte nationale d'identité qui nous donne que très peu de renseignements parce que nous ne voulons pas. Nous avons eu une volonté politique que cette carte d'identité soit limitée. C'est comme nos données de sécurité sociale qui ne sont pas ouvertes autant qu'on le voudrait, qui ne sont pas mises à la disposition autant qu'on le voudrait de nos start-up. Pourquoi ? Parce qu'il y a la crainte du citoyen d'un côté, et de l'autre côté, si on ouvre nos données, qu'est-ce qui va se produire ? Les GAFAM vont venir préempter ces données, vont venir entraîner leurs algorithmes, mais ils ont des équipes bien supérieures aux nôtres, même si, grâce à des initiatives aussi formidables que le 3IA, et le 3IA notamment Côte d'Azur, on a une multiplication des chercheurs et on a une excellence dans la recherche. On n'a pas une lacune dans la recherche. Ce qu'on a, c'est cette difficulté à avoir un usage collectif qui nous permette, en citoyens éclairés et en entrepreneurs français, de se dire, ou européens, de se dire, voilà la réponse que j'apporte, moi, avec l'intelligence artificielle. Et cette réponse, elle est d'un grand enjeu.
Pourquoi? Parce que on l'a vu avec Internet. Ça a changé nos comportements, ça a changé la norme sociale. Notre rapport à l'autre a changé. Et c'est pas le droit qui a tellement changé ça. Le droit a essayé de venir corriger les choses. Internet, la façon dont on a architecturé, excusez-moi, le réseau, le fait qu'on en ait fait un réseau libre, sans point qui soit supérieur à un autre, a fait qu'au départ, la liberté d'expression a été particulièrement développée. Mais en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, lutter contre la cybercriminalité, c'est compliqué. La propriété intellectuelle a été quasiment détruite par cela. Donc le risque sur les services de l'État, la monnaie, on voit bien que les systèmes distribués grâce à Internet permettent des monnaies numériques. Donc on parlait des problèmes de cybersécurité. La gestion des risques. Facebook dit, vous mettez sur votre statut Facebook, je suis en sécurité. C'est vous qui le déclarez maintenant. Ce n'est plus une structure de l'État. Donc tous ces changements-là s'accroissent avec l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, sur ces données-là, va faciliter le travail humain. Elle va permettre à des machines d'apprendre, elle va les aider à apprendre là où c'était l'humain qui apprenait à une machine précédemment. Donc on accélère. Et le général Perrault le dit très bien, c'est une nouvelle rupture, parce que cette accélération, on ne sait pas où elle nous mène. Donc moi, si j'avais un message au-delà du message qui est que la Maison de l'intelligence artificielle est là pour tous vous accueillir, puisqu'on est là pour que vous soyez tous en citoyens éclairés par rapport à cette technologie, ce qu'il faut aussi, c'est que nous soutenions un maximum d'initiatives nationales et un maximum d'initiatives qui viennent de nos entreprises. Parce que si nous ne le faisons pas, ChatGPT, lui, va réécrire notre réel. Il va réécrire notre réel sur une technologie qui est en grande partie américaine, et c'est donc basé sur des valeurs américaines. Demandez à ChatGPT ce qu'est la laïcité, vous n'aurez pas forcément la même notion que nous avons, nous, de la laïcité. Demandez à un algorithme ce qu'est la performance. Si c'est un algorithme américain, il va vous répondre « time is money ». Si c'est un algorithme français, voire européen, il va vous répondre « la dimension sociale est importante ». Et on le voit dans les événements actuels, la dimension sociale, en France en particulier, est extrêmement importante parce que nous avons une particularité culturelle où le dit et le non-dit sont un peu confondus. Or, c'est beaucoup moins vrai dans les sociétés américaines, qui sont beaucoup plus algorithmiques, qui sont beaucoup plus directes. Donc comment ferons-nous, nous, pour ne pas se laisser réécrire nos valeurs démocratiques par des IA étrangères? Donc venez à la Maison de l'intelligence artificielle et on essayera de vous faire découvrir ce que c'est, si vous ne savez pas déjà ce que c'est. Et surtout, on vous fera co-designer avec des entreprises, comme on a fait hier avec des seniors, des solutions d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Isabelle, le micro. Et pour conclure, celui à qui on doit, c'est IA-Date, Marco Lendi. Merci. Merci d'être là. Je pense que vous avez vraiment apprécié la qualité de nos intervenants. Et je voudrais vraiment que tous ensemble, on les applaudisse parce que son été d'une qualité extrême. Je vous invite bientôt à une autre conférence qui sera sur le GPT, parce que tout le monde parle du GPT. On fera une conférence bientôt, on va l'annoncer. Et tout ça, merci au département qui nous offre cette magnifique salle, à la Maison de l'intelligence artificielle, à l'Institut Européen que je dirige, et je suis sûr que vous serez vraiment satisfait en revenant chez vous d'avoir appris quelque chose, ou au moins de vous poser des questions qui sont vraiment les questions, parce que comme il a dit mon ami le général Perrault, il y a des fractures et il faudrait que nous, on cherche dans ces fractures-là qu'est-ce qui sera notre chemin. Merci, bienvenue. Et maintenant, on va tous boire un bon, pas de vin, mais quelque chose de rafraîchissant. Et un grand merci à notre Benjamin Ducongé, qui est toujours avec beaucoup d'amabilité avec nous. Merci à tout le monde.
Voilà, merci beaucoup Marco Lendi. Je rappelle que vous êtes également le comité des experts du Smart Deal du département des Alpes-Maritimes. C'est la fin de cette IA Date. Merci à toutes les équipes, Europia, l'Institut Europia, également le département des Alpes-Maritimes et la Maison de l'intelligence artificielle. Et à bientôt.